Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéromotion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, nous nous entretenons avec Ninalou Giachetti, artiste visuel et motion designer freelance. On parle entre autres de sa pratique de la peinture et de comment elle mêle l'analogique et le numérique pour avoir des rendus complètement uniques. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute! Bonjour à tous, c'est la nouvelle saison du Modcast, on est trop content de vous retrouver cette nouvelle année. Dans cet épisode, c'est William Desormeaux qui m'accompagne, qui est dans l'équipe depuis plusieurs années. Comment tu vas, William ? Ça va et toi ? Ça va, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs ? Qu'est-ce que tu fais, etc. Ouais, je suis motion designer comme José. Je fais de l'illustration, de la direction artistique un petit peu, et je suis freelance. Voilà, et puis dans l'asso depuis, je crois, 5-6 ans à peu près. Ouais, 5-6 ans, hein. Voilà. Faire un truc comme ça. Plutôt dans les coulisses, et puis là je sors de l'ombre un peu. Tu sors de la grotte. Voilà. Dans cet épisode, on reçoit Ninalou. Comment tu vas, Nina ? Ça va bien ? Bonjour. Pardon, je t'ai appelé Nina. Est-ce que Nina, c'est OK ou Ninalou, c'est mieux ? Oui, c'est OK. Ça marche. Les deux sont bien, c'est comme tu veux. Et bah oui, ça va très bien. Et toi ? Ouais, ça roule. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est trop cool de ta part. Avec plaisir. T'as un profil un peu particulier, on le verra, et du coup, ça change un peu des épisodes habituels. Donc ça tue. Est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours succinctement, quelles études tu as fait et quel est ton métier aujourd'hui ? Alors, je suis aujourd'hui principalement motion designer et je fais aussi de la peinture à côté et en freelance et donc mes études. J'ai commencé par faire un bac à appliquer et ensuite j'ai fait un BTS de design graphique dans lequel j'ai découvert le motion et où là j'ai voulu absolument faire ça. Et donc j'ai enchaîné avec 1 an de spécialisation de motion design au Gobelin. Ok. Voilà, et ensuite, c'était déjà la fin de mes études. Donc j'ai fait, comme j'étais quand même jeune et inexpérimentée, j'ai fait 1 an et demi en CDI dans une boîte de motion, du coup, qui était à l'époque à Saint-Ouen et qui s'appelait Digiprod. Et au bout d'1 an et demi, j'ai eu envie de me lancer en freelance. Et depuis, voilà, je travaille un peu comme ça, sur des projets assez variés et avec des périodes qui sont assez évolutives, qui se ressemblent pas, on va dire. Et du coup, ça fait 2 ans que je développe une pratique de peinture à l'huile qui est en train de transformer pas mal ce que je fais. Donc voilà, on pourra en parler. Ouais, trop bien. Le BTS design graphique, tu l'as fait où ? Je l'ai fait aux Arènes à Toulouse. Ok. Ah, yes. C'était un très bon BTS. Et après, tu es monté à Paris. Tu es du sud-ouest Non, pas du tout. Je suis de Bretagne. Ok. Et c'est là où j'avais postulé à plusieurs écoles et ils m'avaient pris ici. Et comme j'avais eu de bons retours sur cette formation, j'ai pris mes valises et je suis allée, quoi. Ok, ouais. Oui, c'est vrai que en préparant un peu notre échange, tu avais donné une interview à Creative Review où c'est vrai que tu disais que tu venais de Bretagne, effectivement. Oui. D'ailleurs, tu disais que depuis tout jeune, tu avais pas mal expérimenté sur plusieurs formes d'art. Ça se faisait comment exactement ? Tu dessinais beaucoup aussi déjà, de la peinture, etc. Oui, alors j'ai toujours été un petit peu... on m'a toujours déjà beaucoup montré de films, de peinture, de tout ça. Enfin voilà, j'ai été exposée assez jeune à tout ça. Et après, oui, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs pratiques, la sculpture, le dessin, la peinture, la danse, enfin voilà, des trucs. Donc c'était plutôt chouette. Après, j'ai jamais été non plus la personne qui était tout le temps en train de dessiner ou
trucs comme ça. Enfin, ça m'a toujours attirée, mais j'ai quand même pas été cette personne. Ok, ça roule. Et comment s'est faite ta transition entre ton CDI et ton lancement en freelance? Ouais, j'avais déjà lancé un petit peu mon statut pendant que j'étais en CDI et j'avais déjà quelques petits projets qui se faisaient en parallèle. Et donc, quand j'ai senti qu'il y avait suffisamment, on va dire, de contacts, j'ai décidé d'arrêter le CDI pour essayer concrètement de le faire à plein temps, quoi. Mm-hmm. Assez simplement. Voilà. Est-ce que tu disais que tu avais des périodes où ça fluctue vachement, tes périodes de projet, etc. Est-ce que tu arrives à avoir du recul? Est-ce qu'il y a un pattern qui se dessine entre chaque année, globalement? Ou c'est vraiment aléatoire de fou? Je sais pas. Je pense qu'il y a... Je fais pas partie des personnes les plus régulières. Je pense. Mais c'est aussi parce que ce que je priorise le plus, c'est la recherche de temps et que je cherche pas forcément à avoir tout le temps des prods ou d'être tout le temps au maximum de ce que je pourrais, on va dire, gagner comme argent. Okay. Pour plutôt ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir vivre bien, on va dire, simplement, confortablement, et avoir le maximum de temps pour aller enquêter, on va dire, sur ce que je peux créer, comment je peux... Enfin voilà, c'est plus ça, pour le moment en tout cas, comment j'organise ma vie. Ok, ouais, ça roule. Dans ta pratique motion, on voit déjà que tu travailles beaucoup la matière, tu utilises des trames, il y a ce travail un peu d'imperfection via le bruit, les dégradés, Oui. l'aléatoire et tout ça. Qu'est-ce qui t'attire un peu dans ce style-là? Ce qui m'intéresse, enfin en tout cas, ce que je pourrais dire, c'est que à chaque fois, la chose qui m'attire le plus dans le processus de création, c'est vraiment la recherche de créer des compositions qui soient le plus, qui transmettent quelque chose, qui soit intéressante visuellement, qui réveille quelque chose dans mon œil en tout cas, et c'est ça la partie qui m'amuse le plus et qui me donne le plus envie. Et donc le fait d'utiliser des matières, des textures, parfois d'utiliser des outils analogiques, ça me permet on va dire, ce sont des outils d'exploration qui permettent de ne pas se sentir bloqué, on va dire, dans les possibilités visuelles de rendu, et qui offrent un large panel qui vont être pour moi des surprises en fait. Quand j'essaye des choses, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va faire, et je me laisse un peu porter par le processus de création. Et ouais, je pourrais dire ça comme ça. C'est beaucoup d'improvisation, quoi. Oui, c'est assez spontané. Spontané, ouais. Et expérimental, la manière dont j'explore tout ça. Et ouais, je pense que finalement, à chaque fois que je commence une nouvelle image, on va dire, et que j'ai une idée que j'ai réussi à attraper, j'essaie de la poser vraiment comme des itérations d'une même image pour voir celles qui sont le plus intéressantes, le plus attirantes, et de pas juste m'arrêter à une première image qui me plaît un peu. Ouais. Voilà pour... Ok. Tu vas pas c'est un peu comme ça que je fais. Te limiter à... Ok, là je suis plutôt satisfaite. Tu vas quand même un peu pousser plus loin toujours pour peut-être avoir un accident heureux, quoi. Oui, voilà. Et avoir face à moi une sorte de tableau on va dire, un territoire autour de cette idée dans lequel je vais pouvoir... mes yeux vont pouvoir se perdre et réfléchir à comment ça peut ensuite prendre vie avec l'animation, ou avec en ajoutant ensuite des textures ou des effets. Enfin, voilà. Ça marche. Ouais,
tu parles des yeux qui se perdent un peu. Moi, j'avais ce truc un peu d'illusion d'optique, un peu parfois dans ton travail. Il y a Florian Burner, quand on a posé les questions un peu à notre communauté, qui a utilisé le mot un peu casse-tête visuel dans ton style. Toi, tu passes du coup après par des scans de la photo. Comment tu traduis ces expérimentations après en numérique? En tout cas, pour ce qui est on va dire du côté un peu casse-tête et tout ça, je pense qu'il parle principalement de mes petites boucles animées qui se répètent, tout ça. Et en fait, ces boucles-là, pour moi, elles sont un territoire d'exploration assez simple et rapide où ça va pas me prendre trop de temps et ça va me permettre d'aller chercher qu'est-ce qui peut... Enfin voilà, c'est des exercices pour moi, mais c'est aussi des pièces en soi, on va dire, mais je les utilise comme des moyens d'exploration. Okay. Et du coup, je reste sur des images qui sont assez élémentaires et qui me permettent d'explorer des dialogues entre les textures, les formes, les lignes. Et donc, à travers ces explorations-là, ça crée naturellement, on va dire, cet effet un peu peut-être casse-tête. Okay, ouais. Mais c'est pas forcément quelque chose que c'est pas intentionnel. Absolument. Ouais, voilà, enfin, ça arrive, quoi. Ok, chouette. Voilà, et ensuite, en fait, bizarrement, tout ce que j'utilise d'analogique vient dans un second temps. Et c'est pas, je commence jamais par faire directement une peinture animée comme ça sur le... D'abord, je vais poser une intention visuelle statique sur ordinateur. Okay. Ensuite, je vais venir, une fois que je suis intéressée par, on va dire, la forme, la composition, je vais venir explorer les rapports colorés et les rapports de texture. Donc là, je vais aller amener, pourquoi pas, de l'analogique ou pas. Enfin, ça dépend de l'intention qui est en train de se dessiner. Et ensuite, je vais faire une sorte de premier draft d'animation, on va dire, sur l'ordinateur. Ah, oui. Que je vais ensuite repasser en analogique pour venir y faire apparaître des surprises et plus de profondeur, enfin plus de... Voilà, que ce soit plus intéressant. Et donc voilà, et en fait pour moi, je pense que je suis assez rigide à l'intérieur et que ça m'offre des sortes de portes, des ouvertures que j'ai du mal à avoir sinon naturellement, quoi. Ok, ah ouais. Ok, ouais, pas mal. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vas-y, William. Casser le côté rigide de ce qu'on a aussi dans le numérique. Au final, on est quand même assez encloisonné dans les logiciels et tout, donc tu as réussi un peu à rompre ces barrières avec ta pratique. Oui, après, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui arrivent assez bien à se laisser porter par ce qui vient. Moi, j'ai besoin d'avoir des ancrages, me dire ça va forcément être comme ça va être comme ça. Et du coup, je suis obligée de m'inventer des solutions pour sortir de ma propre tête, on va dire. Cool. Et d'ailleurs, j'essaye aussi le plus possible, ralentir le processus de création de ces petites boucles-là ou autres, ou même mes autres projets, pour justement aussi par les ralentissements et le repassage sur plein d'états différents, que ce soit analogique, ensuite je pourrais repasser en numérique et pourquoi pas ensuite de nouveau imprimer l'image, enfin voilà. Ça me permet aussi par ce ralentissement d'être surprise par ce qui se passe et que le dialogue soit plus riche, quoi, dans le processus. Ok. Ouais, il y a un truc qui, dans ce process-là de création, moi, il y a toujours un truc qui m'effraie un peu, c'est le côté un peu destructif, tu vois, où t'as pas forcément de contrôle Z, tu vois, sur ce que tu fais. Oui. Est-ce que, du coup, toi, t'en tires profit un peu de ce truc-là? T'arrives à te dire, c'est la vie, je sais pas, t'arrives à laisser glisser tout cet aspect-là Après, si vraiment il y a un truc qui marche pas, qui me déçoit une fois que je l'assemble, on va dire, il y a toujours la possibilité de venir soit refaire cette partie-là, soit retravailler
numériquement le passage. Enfin, en fait, il y a toujours des solutions. Et c'est ça qui m'amuse d'ailleurs beaucoup dans le motion, c'est que j'ai l'impression qu'il y a 1000 chemins pour arriver à quelque chose et qu'on n'est pas du tout emprisonné. On n'est pas obligé de savoir faire en fait une technique particulière. On peut toujours se débrouiller pour arriver à ce qu'on veut. Oui, ok. Ouais, en préparant un peu notre échange avec William, on était un peu... on a pris pour exemple notamment ce que tu as fait ce que tu as mis en NFT pour le Women in Motion de Motion Plus Design, où effectivement il y a cette fluidité dans les formes, et on se disait, mais est-ce qu'elle passe... du coup, on a la réponse maintenant, mais tu as fait du coup ton travail d'animation en premier lieu, et après tu as rajouté ces couches d'un peu de traits de pinceau et tout ça. Ouais. Ok. Et même en animation, je suis pas une bête en image par image, par exemple, je sais animer, on va dire, comme un généraliste. Et en même temps, j'avais envie d'avoir cet effet un peu de 3 dimensions, donc je suis allée faire une sorte de guide sur Cinema 4D pour mon animation, par exemple, les tiges de cette vidéo-là. Ok. Que j'ai ensuite repassé pour rajouter en fait ensuite et adapter un petit peu l'animation. Je suis repassée en image par image, mais j'avais ma trame de départ qui me permettait que, en termes de volume et tout, ça fasse sens. Soit cohérent. Ouais, ok. Voilà. Ok, c'est trop cool. Ah ouais, je pas du tout pensé que tu avais fait ça sur... du coup, le fil en 3D en fait. Ouais, en fait. Ah, c'est marrant, ok. Enfin, moitié 3D, moitié ensuite retravaillé à la main avec des choses qui ont changé par rapport à l'animation de départ, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, la phase analogue, on va dire, sur ce projet, c'est la phase numérique plutôt, c'est en fait, je pose des guides pour ensuite animer vraiment en analogue. Après, l'animation image par image, je l'ai quand même fait sur... moi, j'anime sur Photoshop, c'est pas très... Voilà. Ouais. Ah non, maintenant, j'anime sur Animate, en fait, n'importe quoi. Okay. Mais celui-ci, j'animais encore sur Photoshop, enfin bref. Ok. Du coup, j'ai le projet sous les yeux, donc je vais essayer de décrire un peu, mais donc t'as ta matière, la couleur blanche, c'est le pinceau, je pense. Alors, c'est de l'huile, c'est du marqueur. Ça, c'est de l'acrylique. C'est de l'acrylique. Et ça, c'est fait à la main et ensuite scanné et ensuite incorporé à l'image. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de jouer sur cette transparence et d'avoir ces effets qui se sont pas reproductibles numériquement de trames de pinceau, quoi. Ouais. Ah, c'est chouette. Trop cool. Et l'effet un peu point je pense que c'est j'ai pas le terme, mais la trame la trame d'imprimerie un peu. Du coup, ça c'est du numérique. Le fil gris qui entoure cette forme de peinture. Alors le fil gris, ouais, je me le remets en tête juste. Ça c'était, je pense que c'est une trame que j'ai faite justement avec des impressions. Ok. Je crois que si mes souvenirs sont bons, j'ai imprimé. Je me suis beaucoup embêtée pour celle-ci. J'ai imprimé l'animation que j'avais faite pour avoir des trames de chiffres. Enfin bref, c'était quelque chose. Wow. Ouais, c'est chouette. Parce que t'as vraiment des effets d'ombrage et tout qui lui donnent du volume, qui lui redonnent du volume, donc c'est assez cool. Peut-être qu'après, derrière, j'ai rajouté des ombrages, c'est possible aussi quand même. On mettra le lien pour nos auditeurs, pour ceux qui veulent aller checker, parce qu'effectivement, peut-être là, ça paraît un peu abstrait, mais n'hésitez pas à aller checker dans la description. Déjà que c'est abstrait. Oui. Je pense que c'est ça, peut-être il y a un côté vraiment hypnotisant en fait dans dans l'animation, dans comment les formes se font et retrouvent un autre aspect et tout. C'est chouette. Pour continuer un peu sur ton travail, moi j'aimerais bien revenir, tu en as déjà parlé, tu as eu l'occasion d'en parler, mais si on reprend le film Pony Express par exemple, là c'est pas toi qui as animé, tu as juste entre guillemets posé la DA. Comment tu as je sais pas, chapeauté un peu tout ce projet avec l'animateur ou l'animatrice d'ailleurs, je sais plus. Alors c'est un projet qu'on a fait avec Benjamin Geffroy.
D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de projets avec lui. On s'est beaucoup entendu sur le plan artistique, donc on a pas mal collaboré. Mhm. Et lui, donc, on va dire que c'est un animateur très doué. Et moi, j'ai pas du tout cette capacité-là d'animer les personnages et tout ça. Et on se complétait bien donc dans ce duo où j'apportais un petit peu mon œil plus graphique et peut-être mes idées parfois un peu farfelues. Et lui aussi a beaucoup de qualités en termes de rythme narratif et tout ça, donc ça m'a pas mal aidé. Donc c'est moi qui ai fait vraiment toutes les illustrations et ensuite on a quand même travaillé ensemble le storyboard enfin voilà, c'était quand même une collaboration assez rapprochée sur, on va dire, le rythme de l'histoire et tout ça. Ça n'a pas été juste, on va dire, exécutif Oui. de sa part, quoi. Ok, oui. Donc voilà, mais que dire de plus Du coup, vous essayez toujours de travailler ensemble, des fois, sur des projets perso. C'est Oui, alors là, comme en ce moment, je me concentre vraiment sur ce travail de peinture qui prend énormément de temps. Mhm. On a un peu mis en pause nos collaborations, Ok. mais c'est pas, ça pourrait en effet se reproduire. Ouais. Très bien. Et ouais, en tout cas, ce qui me plaît dans le fait de collaborer avec d'autres artistes, c'est vraiment que ça, pour moi, ça c'est comme ça multiplie le champ, le territoire de réflexion. Déjà, ça permet d'avoir des discussions qui vont vraiment. C'est comme si on créait à plusieurs cerveaux et que du coup on avait accès à plusieurs cerveaux pour créer une œuvre et ça donne. Enfin, ça fait trop plaisir en fait de pas être tout seul et d'avoir tous ces échanges et de voir comment les autres voient les choses et peuvent penser les choses. Et pour moi, c'est vraiment une des choses les plus chouettes qu'on puisse faire en tant qu'artiste aussi, c'est de travailler à plusieurs. Ok, ouais. Cette émulsion qui se crée, quoi, autour d'un Oui, seul et voilà, même thème. Ouais. c'est ça. Je pense qu'on devrait tous, en tout cas, s'y essayer. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé les premières années, j'ai fait partie d'un petit collectif et tout, bon maintenant qui n'existe plus, mais c'était super chouette pour justement avoir toute cette dynamique-là de partager nos envies de création et d'apprendre les uns des autres pour structurer un peu notre manière de travailler, parce que c'est vrai que quand on commence, on est un petit peu... Enfin, ça peut être difficile, quoi, de savoir comment s'y prendre. Finalement, dans les études, on nous apprend un petit peu, mais on se retrouve quand même assez démunis, je trouve, au début. Donc, c'est vraiment chouette d'être ensemble. Et puis chacun a sa force aussi. C'est ça, exactement. Donc, on peut pas tout savoir faire tout seul, quoi. Ouais. C'est pas possible. Ouais, clairement. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser au fait que, pareil, dans The Creative Review, où tu dis que tu as ce besoin d'apprendre constamment des choses, que c'est quelque chose de crucial un peu dans ton process créatif. Est-ce que tu essaies de maintenir cet apprentissage, du coup, même en ce moment? Est-ce que tu apprends des choses c'est clair. En tout cas, je trouve que la peinture à l'huile va vraiment m'amener, pour l'instant, cette nouvelle dimension de création que je cherchais, on va dire, et que je n'arrivais pas à trouver dans ce que je faisais jusqu'ici. Et a d'ailleurs changé et amélioré énormément la manière dont je faisais du motion, parce que j'ai l'impression que maintenant mon œil est plus capable de comprendre ce qu'il voit et de saisir ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder, comment avancer dans une image, dans la construction d'une image. Et ça, c'est vraiment grâce au fait de passer de longues heures à travailler sur une seule image et de rentrer dans cet état un peu de méditation face à une image. J'ai l'impression que c'est magique ce que ça peut apporter à notre pratique, quoi. Donc après, j'aimerais aussi développer encore d'autres techniques et apprendre encore d'autres choses, mais voilà, chaque chose en son temps. Je pense que c'est quand même bien de pas trop s'éparpiller, de quand même aller un petit peu en concentration quelque part avant d'encore aller explorer un nouveau domaine. C'est clair.
Mais par contre, oui, c'est clair, toujours... Bah, il y a un truc qui me vient comme ça, vraiment là, de nulle part. Est-ce que tu as déjà essayé, je sais pas, sur du textile ou de travailler, ouais, du textile, du découpage textile, je sais pas, faire quelque chose avec des Bah, vêtements ou quoi? c'est une bonne idée. Bah oui, pourquoi pas. Enfin, ça s'est pas encore arrivé, Ok. mais franchement, enfin, j'ai déjà fait des essais, on va dire, pour récupérer la texture du textile Ah oui. pour des projets, Mhm. mais pas plus que ça, quoi. Ok. Ok, ok. Ok. Mais c'est clair que ça pourrait être super. Ouais. Bah, pour parler un peu de justement ta pratique de la peinture, j'avais pas réussi à trouver le Insta peinture. Ah, C'était William qui me l'avait envoyé. Et ce qui m'a tout de suite Ouais. frappé, c'est que le, ton style dans la peinture et ton style un peu motion, ouais, c'est presque c'est très l'opposé, différent. quoi. Ouais, ouais, Parce que ouais. c'est un rendu très réaliste, Ouais. figuratif. Comment tu expliques un peu cette dualité? Et ben, c'est finalement des territoires visuels qui m'attirent aussi énormément. Et, et je pense que il faut jamais s'enfermer en fait dans quelque chose et que ça peut toujours se répondre finalement d'une manière ou d'une autre. Ce que j'ai fait avant ou ce que je fais là peut apporter à des choses plus graphiques ensuite. Et j'essaye en fait, de toute façon, je pense que le style se crée de lui-même par la pratique qui nous appelle et qu'on crée Ouais. naturellement. Et qu'il ne faut pas essayer de comprendre ce qui est en train d'être posé, mais juste se laisser porter par là où ça nous mène, quoi. C'est un peu comme ça que je vis cette nouvelle, enfin, ces nouveaux territoires. Ok. Euh, Après, je suis attirée aussi par je regarde aussi plein de peintres qui font des choses qui sont qui à la fois incluent des rendus très réalistes euh, et figuratifs, mais qui ajoutent un aspect plus abstrait dans la composition ou qui vont apporter des effets de collage un peu comme si ça avait été fait numériquement. Tout ça, et tout ça, ça m'attire beaucoup et je pense que plus tard, peut-être ça va venir et on va retrouver plus de liens entre les deux Ouais. pratiques. Ok. Mais pour le moment, Ouais. on va dire c'est déjà tellement un gros chemin d'apprendre à maîtriser ce travail pictural que j'essaye de déjà réussir à arriver à des images qui sont intéressantes Mhm. avant de venir explorer comment les rendre plus graphiques et comment peut-être leur apporter une touche plus personnelle. Ok. Ok, ok. Voilà. Ouais, il me semble, enfin, là je fais genre, je connais un peu, moi je suis pas du tout familier avec tout ce monde-là, mais il me semble que si on prend l'exemple de Picasso, au début c'était très, très réaliste aussi, il me semble, hein. Peut-être que je dis des bêtises, Oui, oui, mais... oui, tu as raison. Tu as raison. Et après Mais ça c'est... on- bah, il est le bon exemple en tout cas que on peut avoir 1000 visages, quoi. Ouais, non, clairement. Et qu'il ne faut pas se retenir de faire des choses qui peuvent dérouter les gens qui regardent ce qu'on fait aussi, Mhm. peut-être. Je pense que... Ah, c'est réussi, j'ai été dérouté. Bon, bah parfait. William? Ouais. Ouais, du coup, je vais te demander un peu par rapport à ça. Pourquoi enfin, du coup, là pour l'instant, t'explores que la peinture à l'huile dans ton Instagram, je crois. Donc après, j'imagine que tu fais des tests avec d'autres, peut-être d'autres médiums qui sont pas dessus. Mais Bah, est-ce que t'as ouais, quelque chose, pardon, vas-y. est-ce qu'il y a quelque chose qui enfin, qu'est-ce qui t'attire dans la peinture à l'huile par rapport à d'autres types de peinture ou de d'outils en fait Ouais. de représentation? Ben, je trouve que c'est un des médiums qui offre le plus de variété de possibilités. On peut à la fois faire un rendu plus aquarelle ou alors un rendu avec des choses très en aplat. Enfin, en fait, ça offre vraiment un large panel de résultats visuels, même si finalement je ne vais pas explorer tout le panel que ça offre. J'aime bien l'idée que ce soit un outil qui soit assez, je sais pas si on peut dire, mais versatile, Mhm. qui offre plein de solutions, quoi.
Et puis, en fait, la peinture à l'huile, j'ai l'impression que c'est comme si c'était Photoshop, mais en vrai. Parce que c'est comme si on sculptait la couleur et que c'était pas... alors que par exemple, l'acrylique, ça va sécher tout de suite. Enfin, c'est plus fermé. Et l'aquarelle, bon, bah voilà, on sait comment c'est. La gouache, pareil, c'est très transparent. Les couleurs sont forcément un petit peu plus terreuses. Enfin, voilà, je trouve que la peinture à l'huile, aussi en termes de couleurs, on peut avoir plein de routes différentes à prendre, quoi. Donc, voilà. Et oui, J'aime c'est beaucoup plus, ça. Cool. il me semble, que c'est plus malléable aussi justement parce que ça sèche pas, Ça sèche pas, tout ouais. de suite. Ouais, c'est vraiment pour moi de la sculpture de la couleur. Je sais pas comment le dire mieux que ça. Si, ouais, ça tient. D'ailleurs, est-ce que tu as un médium préféré? On voit que tu as testé sur du bois, sur du métal, le carton, le papier, la toile. Tu as un médium préféré? Bah, pour l'instant, en tout cas, j'aime bien quand il n'y a pas trop la trame de la toile, que c'est assez lisse, on va dire, la base. Et finalement, là, j'utilise le bois parce que je trouve que c'est un petit peu plus... Ça fait plus à la fin, on a plus un objet que si c'était du papier. Ouais, ok. Alors que le papier, je trouve que parfois, on se dit, ah bah voilà, il y a eu tout ce travail-là sur ce petit bout de papier, je sais pas, ça me stresse. Alors que sur le bois, j'ai l'impression que ça fait plus sens, quoi. Okay. Et aussi, je travaille dans un atelier où il y a des gens qui font de la menuiserie pas loin, donc ça me donne accès à plein de chutes de bois. Cool. Donc j'en profite. Pratique. Comme aussi, j'ai pas forcément plein d'argent à mettre dans des toiles et tout, ça me permet d'explorer sans trop me mettre la pression sur des supports qui coûtent pas cher, quoi. Et justement, tu avais testé aussi sur le métal, je crois, sur certaines de tes peintures. Et qu'est-ce qui... Enfin, parce que je pensais pas qu'on pouvait peindre sur... Enfin, sûrement, oui, avec la peinture à huile, mais du coup, est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Ça a été... En fait, avec la peinture à l'huile, on peut peindre sur tous les supports qu'on veut. Il suffit de mettre un après, qui s'appelle du gesso. Okay. Après, bon, là, c'est un peu la technique basique et les experts de la peinture diraient qu'il faudrait plus d'étapes pour vraiment faire un support qui tienne dans les années. Mais la base, en tout cas, c'est de cet après-là qui va permettre que l'huile ne vienne pas dans le support. Okay. D'accord. Et ouais, bah, ce que j'aime, en fait, j'aime bien la matière métal, donc j'étais intéressée par l'utiliser comme support, mais je sais pas trop pourquoi. Enfin, et après, par contre, j'ai l'impression que ça aspire plus. Enfin, j'ai pas encore tout à fait compris comment bien c'est pour ça que j'ai plus fait sur bois pour l'instant, mais je suis pas encore tout à fait au point, quoi. Ok. Ouais, j'imagine que justement, ouais, la peinture va réagir différemment selon le support. Oui, quand même. Le carton va peut-être, effectivement, comme tu dis, peut-être plus s'imprégner ou je sais pas, plus se déformer. Oui, voilà, il peut y avoir des réactions différentes dans le temps, mais finalement, comme j'ai jamais eu de cours et que je suis assez autodidacte dans ce domaine, je pense que je vais pas pouvoir donner trop de détails sur ça. On va dire que j'apprends en faisant, je vois comment ça réagit, j'essaye, et puis aussi j'essaye ensuite de lire sur le sujet pour mieux saisir un petit peu tous ces aspects techniques, mais c'est quand même assez difficile. Ouais, ok. Et pour tes modèles, j'imagine que c'est beaucoup de recopiage. Alors, j'essaie que ce soit en fait pour mon travail d'exploration de motion ou de peinture, je suis tout le temps perpétuellement en train d'accumuler des images, des idées, des trucs que je rassemble dans des dossiers et que je laisse mûrir entre guillemets jusqu'à ce que je me dise bon voilà c'est bon ça c'est le moment que je m'occupe de cette image là ou de ce principe, cette idée là. Et donc pour les peintures souvent je vais essayer soit de faire je peux aller piocher ces images, soit c'est moi qui vais prendre les photographies, soit soit je vais aller aller voir par exemple des détails dans des films et faire des captures d'écran juste de recadrage de parties. Soit je vais faire des collages, prendre un objet que j'aime bien, je vais le mettre sur telle matière, tout ça. Donc voilà, il peut y avoir pareil, je me laisse assez libre et beaucoup de spontanéité là-dedans, pour l'instant en tout cas.
Et ensuite, j'essaie quand même de faire un travail au préalable numérique, justement, pour transformer un peu les couleurs des images que je choisis. En fait, je travaille sur After Effects pour le faire. Ah, yes. Parce que je trouve ça drôle d'utiliser, de vraiment mélanger. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça réagit bien à ce que j'ai envie quand je le fais, quoi. Mhm. Et ensuite, une fois que je suis contente, je me lance dans la peinture, quoi. Mais ouais, c'est jamais, ça part jamais d'imagination, en tout cas. Il y a toujours des supports visuels. Après, bien sûr, quand ça passe en peinture, il y a forcément, c'est pas du recopiage, on va dire, je me laisse aller à mon propre trait libre et tout ça, donc l'idée est pas que ça colle parfaitement, mais au contraire qu'il y ait ensuite le dialogue qui se fasse sur la toile par rapport à l'image de référence, quoi. Ok, donc même, j'allais dire même, mais pour ce travail-là, il y a quand même une préparation en amont du visuel pour que ça colle le plus à Voilà, ce que tu veux. c'est ça. Ouais, exactement. Ok, trop cool. Est-ce que du coup, tu as déjà mêlé un peu, justement, ton expertise un peu motion avec la peinture? Est-ce que tu as déjà fait des peintures animées ou quelque chose? Ouais. Il y a une cruche qui tourne en 360 degrés là, sur Insta, qui est faite en peinture à l'huile. Okay. Ah ouais, je l'ai vu passer. Donc c'est 8 images où j'ai refait vraiment le même objet avec les ombres et tout. C'était assez marrant à faire finalement. Mais bon, un peu long quoi. Voilà, je pourrais pas le faire pour tout un film. Ou alors il faudrait avoir beaucoup de temps libre. Mais c'est trop chouette de découvrir après, une fois qu'on assemble les images, de découvrir le rendu. Ouais, c'est satisfaisant à chaque fois, les trucs comme ça. Ah ouais, ça. vraiment, j'adore. C'est mon moment préféré, ouais. Et ça, tu dis, ça a mis longtemps. Tu saurais nous donner une fourchette un peu de temps que ça a mis ou c'est un peu flou? Je pense que je pouvais peindre une cruche. Après, j'étais moins rapide qu'aujourd'hui. J'en avais pas fait autant. Je pense que j'en faisais peut-être 2 ou 3 par jour. Quoi. Ok. Yes. Donc c'est quand même long, quoi. Ouais, carrément. Mais bon, on va me juger par ma lenteur, mais moi je pense que c'est bien d'être très lent et de faire des choses qui sont très lentes à faire. Ouais, t'as un rapport au temps. Enfin, tu en parlais aussi un peu au début. Tu aimes bien prendre ton temps. Est-ce que, je sais pas, il y a. Oui, je trouve que parfois, je trouve qu'il y a des fulgurances qui fonctionnent très bien et parfois, quand on n'a pas le temps, justement, c'est là où on va pas se poser trop de questions, où ça va être le plus net possible et le mieux possible. Mais parfois, il y a vraiment quelque chose le fait de s'autoriser à aller assez loin dans la recherche de quelque chose qui va servir que à exister, on va dire, ça a quand même une certaine valeur pour notre exploration personnelle d'artiste, je pense, de prendre ces temps-là, quoi, et de pas toujours se précipiter dans le résultat. Oui. Tu parlais aussi un peu d'un côté méditatif. Il y a vraiment ça qui rentre en jeu. Ah bah ouais. Et puis plus on arrive justement à rentrer et à être le plus souvent connecté à cet état-là, le plus on va réussir à attraper d'idées qui passent. Et ça se passe que quand on arrive à une certaine concentration, je trouve, et qu'on n'est pas toujours dans le flux tendu de la vie et qu'on se laisse beaucoup de temps devant soi, quoi. Okay. Et aussi, je trouve que finalement, quand on crée, ce qui se passe, c'est pas forcément trop... quand on pose des idées et tout ça, c'est des choses qui nous traversent, mais qui viennent pas spécialement de nous, qu'on doit juste retranscrire, qu'on voit, c'est comme si on était plus un outil de retranscription pour des choses qui nous dépassent, entre guillemets. Et je trouve que le fait du coup de réussir à atteindre cet état-là permet d'y être mieux connecté. Okay. Quoi, en tout cas. Ah oui, ok, ouais, je capte. Okay. On a parlé un peu de l'aspect motion de ton travail, de l'aspect peinture. Peut-être que William, je te laisse enchaîner un peu sur les autres parties qu'on voulait aborder. On a un peu parlé, mélangé ça, mais c'est vrai que du coup,
ce qu'on voulait voir un peu, c'était comment ton travail analogue, du coup, il se retrouve dans le numérique, enfin, comment les deux vivent ensemble. Donc là, on a un peu exploré ça déjà. Mais du coup, par exemple, dans tes... Alors, peut-être faire dans le prisme plutôt du pro, mais du coup, comment, tu vois, on parlait de lenteur tout à l'heure, là, enfin, de se laisser le temps, d'explorer, d'être un peu dans cette démarche de recherche méditative qui te permettent de découvrir de nouvelles choses. Est-ce que tu arrives à retrouver ce fonctionnement, par exemple, dans tes projets pro? Est-ce qu'il y a une différence? Ouais. Ça dépend des projets. Ouais. Mais les projets qui m'appellent, on va dire, pour mes qualités artistiques et tout ça, oui, j'essaye d'inviter, d'appeler ces qualités-là à se manifester. Et à pas être juste dans la surface, mais d'essayer d'y donner un peu mon cœur quand je fais le travail. Donc, par exemple, les différents génériques que j'ai faits, ils ont été faits avec ce travail-là. Ouais, par exemple, est-ce que tu as... Enfin, je suppose que tu as peut-être plus de temps pour tes recherches dans ces projets. Oui. C'est sûr. Il y a forcément... on s'adapte, on va dire, au temps disposé. Mais comme je disais au début, parfois il y a aussi le plaisir de la vitesse qui nous force à produire et à se laisser encore plus porter aussi par ce qui apparaît à l'image. Et parfois ça marche, quoi. Parfois c'est chouette. Ouais. Parfois c'est frustrant. Parfois on voudrait aller plus loin. Oui, tu dis, t'as un peu cet effet FOMO où tu dis est-ce que je dois pousser plus loin? Souvent. Mince. Ça rend fou. Ouais, c'est très fin. Ce bout-là de papier, il aurait pu aller plus loin. Exactement. Ouais. Okay, mais bon, c'est notre dur métier. C'est clair. Ça. Le lâcher prise. Oui, voilà. Je pense qu'il faut aussi accepter que les choses sortent dans l'imperfection et qu'elles font partie d'un chemin plus grand et qu'elles peuvent avoir aussi, même si elles sont imparfaites, elles peuvent avoir leur force et se suffire comme ça. J'ai beaucoup eu de mal avec l'imperfection au début, où quand en cours tu apprends à utiliser la première fois Illustrator et que tu te rends compte que les pixels on s'en fout, c'est tout net, c'est tout propre. T'as envie de faire que des trucs comme ça, et j'avais beaucoup de mal à titre personnel à utiliser plus des textures, plus des brushes à moitié effacés, ou je sais pas, tu vois. Il y avait un peu ce blocage mental qui était dur au début. Donc c'est l'imperfection dans le sens vraiment de... T'aimes pas quand l'image est pas nette. Ouais, c'est ça. C'est ça. Intéressant. Ouais. Moi, je crois que c'est le contraire. Oui. Je crois que je te rejoins un petit peu, José, sur les démarrages dans le domaine. C'était un peu ça, où j'étais sur des trucs qui étaient très vectoriels, et maintenant je suis plus à chercher de la matière aussi, donc la texture, essayer de trouver... En fait, il y a quelqu'un qui disait que c'est marrant parce que les tendances du papercut, du mix média et tout, c'est toutes des tendances qui veulent reproduire le réel en utilisant des artifices numériques pas possibles et tout. Et il y a beaucoup d'artistes qu'en fait, qui vont même pas chercher les matières réelles, qui vont juste essayer de les recréer, alors que ce serait peut-être même plus facile de les faire soi-même avec un coup de pinceau, comme toi tu le fais en fait. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Après, finalement, des fois aussi, j'aime bien inventer des moyens de reproduire le réel. Je trouve que comme il y a justement 1000 façons de le faire et tout, trouver sa propre interprétation et voir, et du coup vraiment analyser qu'est-ce qui fait que quelque chose paraît réaliste ou pas, paraît manuel. Après, c'est que souvent c'est peut-être fait aussi un petit peu rapidement et on sent que c'est finalement numérique, mais quand il y a vraiment un travail en profondeur qui est fait, ça peut être intéressant, je pense, quand même aussi. Oui, clairement. Ouais, c'est vrai. Il me semble, on avait abordé ça dans un épisode précédent où on parlait plus de 3D et où on disait que si on veut faire une texture un peu comment ça s'appelle, clay,
en Ouais. français, Ouais. je sais plus. Euh, Pâte à modeler, ouais. Pâte à De modeler. l'argile, Voilà, ouais. je crois que c'est ça. On Ouais. va rajouter, je sais pas, des textures un peu d'empreintes ou des, je sais pas, un poil qui s'est collé par inadvertance. Où on va chercher à recréer ce truc que la vraie ville aurait fait par elle-même, mais en numérique, quoi. Mais après, souvent, c'est des questions de budget aussi, parce que ça prend beaucoup plus de temps de faire en vrai, quoi. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est rare les projets où on a l'occasion d'aller aussi loin. Ouais, c'est vrai. Et pour la partie recherche de tes projets, tu lui alloues tu lui alloues une grande part, j'imagine, dans ta création, tout ce qui est recherche. Ouais, je fais énormément de veille. J'aime bien aller voir beaucoup d'expositions, aller puiser aussi dans les livres des idées. Dans les autres domaines, le design de mobilier, le design d'objets, enfin oui, même les formes qui sont présentes dans la nature, tout ça. Enfin, je pense qu'il y a 1000 endroits pour se nourrir et qu'il faut jamais s'arrêter en fait d'être à la recherche. Et donc oui, moi j'ai tendance à vouloir passer beaucoup de temps avant de me lancer, et c'est un peu mon défaut d'ailleurs. Mais j'y travaille maintenant, c'est mieux. Mais avant ça pouvait c'était un problème. Mais bon, ce qui faisait que j'ai développé une bonne capacité de veille. Ah bah oui, du coup, ouais, clairement. Ah, c'est clair. Donc voilà. Du coup, ouais, t'as plutôt une veille qui va être du quotidien, et puis une veille qui va être liée à tes projets. Oui, voilà. Et des fois, j'ai pas vraiment de projet, mais mais il y a quelque chose qui m'attire, qui m'intéresse, donc je vais le mettre de côté. Je vais me dire, si jamais un jour j'ai un projet comme ça, j'ai déjà une idée. Donc voilà, c'est... William me montrait ses post-it tout à l'heure, là. Ouais. Toutes ces idées qui sont accrochées en bas de son écran. C'est vrai, c'est vrai. Ah bah on développe tous nos petites techniques perso. C'est vrai, c'est quoi toi je te jette sous le bus, c'est quoi ton équivalent Des post-it. des post-it? Oh là là. Parce que je sais pas trop. Si t'as une idée, je sais pas, en marchant dans la douche ou dans d'autres lieux qui sont non conventionnels, on va dire, tu dis comment est-ce que je la rattrape pour pas qu'elle s'échappe? J'essaie depuis peu d'avoir une pratique d'écriture quotidienne qui fait que ça me permet de faire le point sur ce qui est passé dans ma journée sans perdre en fait ces différentes idées. Et voilà, de croquis aussi. Donc avoir toujours un carnet sur soi en fait, et puis pas hésiter à le feuilleter régulièrement. Ah, cool. Et il fait... du coup, c'est un carnet qui tient dans la poche, c'est un carnet qui est dans ton sac. Ouais, dans mon sac, sac. taille A5. Ok, alors on a le même. Ok. Et toujours une petite trousse avec 2-3 crayons. Puis voilà quoi. T'amènes un peu genre les petits pinceaux aquarelles ou des trucs qui te permettent de faire aussi de la peinture sur place, ou c'est juste vraiment le crayon? Non, je suis trop flemmarde. D'ailleurs, oui, t'as du coup une pièce un peu atelier dans laquelle... Oui, j'ai un atelier dans lequel je fais tout en fait, je mélange tout. Ah, oui. Je fais à la fois la peinture et les animations dans cet atelier-là, mais ça me permet de ne pas travailler chez moi et d'être entourée d'autres artistes, donc ça c'est chouette. Ok. Ah oui, c'est... cool, ouais. C'est vraiment à part, c'est pas chez toi, quoi. Non, ouais. Ouais, ok. C'est un lieu partagé. Ok, trop cool. Putain, j'ai jamais eu... Enfin, je sais pas. Peut-être ça viendra, hein, mais même quand on parle, tu vois, de... punaise, comment ça s'appelle? Cowork, tu vois, coworking, ou avoir loué un bureau... je sais pas, j'arrive pas. Je suis trop bien chez moi, et je pense... Ah ouais. Et je pense en vrai... En plus, je suis très productif, genre entre 19h et 2h du mat. Donc c'est un peu c'est un peu chiant, compliqué, quoi. Mais je pense qu'il n'y a pas de règle, hein. Si t'es bien comme ça, je pense que il faut continuer. Ouais, non, clairement. Mais c'est marrant, du coup, de voir comment chacun fonctionne. Toi, je sais pas comment t'es, William, d'ailleurs, depuis que t'es en freelance. Ouais, moi, je suis... là, j'avais déjà un bureau dans mon appart, donc je bossais un peu de là, mais c'est vrai qu'en ce moment, vu que je suis plus chez moi,
J'ai un chat qui m'accroche un petit peu là, justement, elle est à côté, où elle essaie de se mettre derrière mon siège, donc sur le pourcentage d'occupation de l'humain sur la chaise, je suis à 10% et le reste c'est le chat. Classique. Donc ouais, j'essaie de voir là, je me dis ouais, ce serait quand même pas mal essayer de voir si je peux pas trouver un lieu, un espace de cowork ou un atelier un peu comme toi. En vrai, j'aimerais bien essayer de m'entourer de gens qui ont une pratique qui est pas du tout la même que la mienne et de un peu pouvoir explorer. Je me suis mis à la sculpture moi. Ah, super. Mon deuxième truc c'est la sculpture, donc je tente des trucs, voilà. Bah bravo. C'est jamais Merci. facile, donc bravo. C'est pour ça que tu avais le thème argile tout de suite en tête Ouais. tout à l'heure. Mais ouais, je pense que mine de rien, en tout cas, même si c'est pas dans un atelier, mais d'avoir des vrais contacts avec d'autres gens qui fabriquent des choses, que ce soit dans le même domaine ou pas, on en a viscéralement besoin, quoi. Ouais. Je te laisse enchaîner, Willy. Parce que c'est vrai qu'on a parlé pas mal de ta pratique déjà analogue numérique. Et ben, est-ce que, vite fait, cette question plus pragmatique, est-ce que t'arrives à lister, tu vois, après plusieurs années maintenant de pratique là-dedans, des avantages, des inconvénients? Alors, si qu'on commence sur les avantages, déjà tes avantages d'un point de vue personnel, et puis après peut-être si tu devais pitcher un client de dire ok, c'est pas mal le mélange des deux pratiques parce que ça, tu vois. Voilà. Bah, les avantages en tout cas de ce que j'ai mis en place comme système de travail, je trouve que c'est le plaisir d'avoir l'espace et le temps pour être artiste, on va dire. Enfin, voilà, prendre ce chemin-là. Tout en ayant un pied aussi dans les arts appliqués et avec le motion qui va plus avoir un aspect de graphisme et tout ça, qui permet parfois de souffler, d'être plus détaché de quelque chose qui va être très intime et parfois difficile à sortir. Ça va faire du bien en fait de se concentrer sur un projet qui a des demandes très particulières et dans lequel il faut juste essayer de répondre le mieux en se mettant de côté son ego et tout ça. Donc ça, je trouve que cette dualité est super agréable et fait des belles respirations. Ensuite, dans l'autre sens, ce que je disais, c'est ce que la peinture peut apporter justement un œil plus perfectionné dans le travail justement d'art appliqué. Après, les inconvénients, c'est parfois l'incertitude. L'incertitude de l'avenir, l'incertitude parfois on doute beaucoup, on se demande si ça vaut le coup de tous ces efforts, de tout ça, puis après on se rappelle que finalement c'est ça qui nous apporte beaucoup de joie, donc on continue. Mais ouais, c'est pas facile tous les jours, et puis aussi il faut essayer de maintenir quand même des bons liens, on va dire professionnels, et quand même du coup beaucoup garder une bonne pratique du motion régulière pour pas que ça s'éteigne entre guillemets, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai envie de continuer et que j'aime faire. Mais voilà, comme c'est deux choses qui sont très chronophages, il faut quand même réussir à jongler, quoi, à trouver cet équilibre qui est pas facile tous les jours. Mais bon, du coup, essayer de ne pas avoir peur des moments où on va être soit totalement focalisé sur l'un des deux aspects, soit sur l'autre, et se dire avoir confiance en fait dans ces périodes-là, en se disant qu'elles sont momentanées et que elles vont faire place à des périodes différentes par la suite. Et voilà. Donc c'est ça qui est le plus dur, je dirais. Vraiment, c'est ce jonglage intellectuel, enfin intérieur, je sais pas comment on peut dire. Mais... Ouais, les montagnes russes un petit peu oui, voilà. L'existence d'un artiste. Voilà. Et même d'un freelance, enfin, c'est c'est déjà quelque chose, je trouve. C'est marrant, tu parlais d'ego qui est mis de côté plus pour les projets pro, c'est ça? Moi, j'ai l'impression que c'est plus l'inverse, où justement le client il va juger.
Enfin, moi, je sais que j'ai un travail à faire sur mon ego envers les clients où tout de suite, le moindre retour, c'est bête, hein, mais je vais le prendre malheureusement personnellement. Et, Ah oui, voilà. mais justement, c'est, on va dire, dans le... quand je disais ça, c'était pour dire un petit peu ce que tu viens de dire. Que finalement... il faut réussir à enlever cet ego-là de tous ces projets-là et ils n'ont pas leur place, on va dire, dans ces projets-là. Mais c'est pas simple tous les jours, par contre. Mais, mais c'est une gymnastique, quoi. Ça marche. Mais par contre, c'est vrai que, pareil, on nous l'apprend pas à l'école. Et puis, ça, ouais. Parfois, c'est dur. Ça, c'est sur le tas, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Il y a un truc que j'avais entendu, enfin quelqu'un m'avait dit que alors, c'était assez surprenant, je trouvais. C'était je crois un patron de studio de motion qui disait qu'en fait il trouvait un peu enfin pas énervant, c'est peut-être un peu fort encore, mais il trouvait un peu embêtant que ces apprentis en fait qui étaient dans des écoles de DA ou des trucs comme ça soient autant dans la défensive de leur production, enfin de ce qu'ils produisaient, ce qu'ils proposaient, en étant tout le temps dans l'argumentaire de j'ai choisi cette forme parce que si, parce que ça, je suis pas trop d'accord qu'on change ça parce que pour ça serait contrecarrer ce que vous voudriez faire, des trucs comme ça, enfin argumenter son travail en fait, ce qu'on nous apprend du coup je pense en école, enfin en tout cas moi c'était le cas où en fait on disait si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous proposez, ça se présente pas quoi, enfin il faut avoir des arguments et tout. Et là c'était le studio qui disait en fait moi je veux juste qu'ils appliquent ce que je dis et pas qu'ils me sortent des arguments même s'ils peuvent être parfois pertinents. Alors c'est assez marrant parce que du coup c'est un peu est-ce que ça défendre son travail, enfin en tout cas l'expliquer, c'est pas forcément toujours de l'ego, mais effectivement vouloir le défendre à tout prix par contre oui c'en est, mais c'est un peu un jonglage aussi quoi, je trouve, enfin oui c'est vrai parce que il faut pas non plus être tout mou et ne pas croire en ce qu'on présente, au contraire il faut que ça que ça vienne du cœur et que ce soit bien, qu'on ait bien cogité notre idée quoi avant de la présenter, mais bon c'est vrai que du coup ça veut pas dire qu'il faut s'y attacher. Ouais. C'est ça. C'est ça la subtilité quoi, mais c'est vraiment dur. Et quand t'as mis je sais pas une journée ou je sais pas même une demi-journée dans un truc et t'es ultra content, des fois c'est un peu dur en mode enfin après c'est de la remise en question toujours quoi, mais c'est vraiment un travail à faire quoi sur soi. Mais oui, c'est clair. Et après, ça dépend des projets. Je pense qu'il y en a où ça vaut la peine de se battre et d'autres où... oui, c'est ça. C'est perdu d'avance. C'est vrai. Et puis parfois, on peut être surpris aussi des nouvelles directions que ça peut prendre si on se laisse faire, justement. Si on se laisse plus malléable, quoi. Ouais, il y a ce truc aussi, au final, peut faire une collaboration entre artistes ou entre designers, mais en fait, la collaboration avec le client, parfois, ça donne de très bonnes choses parce qu'on n'a pas du tout les mêmes points de vue et ça nous force à sortir dans peut-être notre bulle de designer. Ouais, rester avec un peu d'humilité aussi, quoi. Clairement. Bon, ça clôture, je pense, la partie un peu analogue numérique. Et moi, ce que je trouve, ce qui m'intéresse aussi sur ton profil, c'est que en fait, t'as fait du clip et du générique. Alors, j'en ai repéré quelques-uns. T'avais aussi eu des prix pour ton premier, je crois, le premier générique, celui. Cayetano, ouais. T'avais présenté ça. Le prix Rosé. Ouais, voilà. T'avais présenté ça au Motion Plus Design aussi en 2022. Oui. 2020. Et du coup, t'as fait aussi un clip qui est assez cool. Alors, je sais plus le nom. Novo Mundo. Oui, c'est ça, voilà. Ouais, Novo Mundo. Il n'y en a pas 36. T'as fait un truc avec Stromae aussi, je crois. Oui,
ça c'était chouette. Et alors du coup, question plutôt générale par rapport à ces trucs-là, d'abord, c'est est-ce que ce type de projet, il t'offre une plus grande liberté du coup artistique par rapport à des trucs qui sont peut-être plus corpo, ouais. Ça a été des projets où on m'a vraiment demandé d'être créative et d'aller rechercher quelque chose qui soit plus unique et ouais, on a vraiment pris le temps pour tous ces projets-là d'explorer et de trouver des idées qui nous plaisaient ensemble, et c'était super agréable. Et pour rappeler, vous étiez combien par exemple sur Novo Mundo, t'étais combien, enfin vous étiez combien sur ce projet? C'est un projet que j'ai aussi fait avec Benjamin. Okay. Donc pareil, lui c'est plus concentré sur l'animation et moi sur le design, et on a travaillé ensemble le storyboarding des différentes scènes et tout ça. Chouette. Mais j'ai quand même aussi animé dans celui-ci. Ouais. Du coup, quelle partie c'était plus les choses un peu abstraites, non? C'est les fonds? Oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est cool. Ouais. Et lui s'est occupé surtout des personnages. Ok. Et du coup, donc il n'y avait pas d'autres personnes dans l'équipe créa dans ce projet, hein, c'était juste toi et... Non. Ah, c'est cool. Et niveau process, justement, est-ce que tu peux un peu nous donner le parcours un peu de ce projet ouais, historique? Carrément. Alors, au tout début, donc, c'était super parce que avec Indy, on s'est rencontrés, on a discuté déjà de sa chanson. Elle m'a montré, elle, plein de références photographiques qu'elle avait pour son album, qui m'ont beaucoup, beaucoup inspirée, qui ont été vraiment une bonne base de travail. Et je trouvais ça super chouette comme collaboration. Et ensuite, j'ai posé donc une intention de narrative seulement à l'écrit. Et en parallèle, quelques références visuelles et quelques tests d'intention graphique, quoi, de design de personnages. Donc voilà, tout ça. On a fait 2-3 allers-retours comme ça sur cette partie-là. Une fois qu'on était d'accord, on a développé tout le storyboard en filaire, puis ensuite est venu le moment du design des frames et puis l'animation, quoi. Voilà comment ça s'est fait. Assez fluide, vraiment chouette. Ouais, t'as eu moins d'aller-retour en fait sur ce projet, puisque c'est un projet qui est déjà de base plus dans on accepte un peu l'exploration, où ça nous mène. Oui, et Indy m'avait appelé parce qu'elle avait vu Pony Express, et c'est un projet qui lui avait beaucoup plu. Donc je savais aussi un petit peu quelle part de ce que je faisais pouvait l'intéresser, et voilà, c'était simple, quoi. Chouette. C'était bien. Je me disais aussi sur ce projet, c'est un peu... t'as un peu des... Enfin, je trouve que t'as une patte parfois... Enfin, on reconnaît une patte sur le jeu de flou et un peu de bruit ou de grain dans l'image. Et je crois qu'il y a un autre projet un peu comme ça... mais oui, j'aime beaucoup le grain. Ouais, c'est chouette. Même dans Paris est à nous et tout, il y a l'importance du grain pour créer la lumière et tout. C'était ça la partie la plus chouette à mettre en place. Non, je trouve que, enfin, je sais pas, c'est une technique pour créer des volumes qui m'attire beaucoup, et bon, là finalement dans ce projet-là, elle est utilisée plus d'une manière plus illustrative et moins complexe, mais c'était intéressant aussi de voir qu'est-ce que ça pouvait donner dans quelque chose de plus joyeux et simple. Ouais, c'est marrant aussi, le personnage, du coup, il est décollé en fait de ce grain, de ton flou et tout. Putain. J'adore créer des contrastes de textures, de rendus, utiliser des matières différentes et les assembler. Je trouve qu'à chaque fois, ça fait des relations intéressantes entre les choses. Ça m'attire beaucoup. Ouais, carrément. Et alors, j'avais une question, j'ai décroché. Ouais. J'ai décroché de ce que j'avais en tête. Mais José, pendant que je retrouve ça, est-ce que
Est-ce que t'avais des questions par rapport à cet aspect-là? Ouais, comment t'intègres du coup tout l'aspect musical dans... C'était ça. Ah, c'était ça, parfait. Bah alors ça dépend des projets. Ici, j'ai eu la musique dès le début, donc ça a été un moteur de... En fait, ça a été une contrainte, entre guillemets, auquel il fallait s'adapter pour que la vidéo fasse sens, on va dire. Et donc, pour la construction du storyboard et tout, elle a été assez vite mise sur un animatique pour voir si ça fonctionnait, si c'était intéressant en termes de rythme par rapport à ce qui se passait musicalement. Mais pour Pony Express ou Pique-nique au bord du chemin, là, c'était le contraire. On s'est d'abord vraiment occupé entièrement de la narration, et c'est à la toute fin qu'on a contacté UL Lamort, d'ailleurs, qui s'occupait de la musique des deux films, qui nous a fait une création originale à chaque fois, qui était vraiment magique de découvrir ça par la suite, d'ailleurs, parce qu'elle est extrêmement talentueuse. Donc voilà, en fait, ça dépend des projets aussi. Okay. Pour le générique de Paris est à nous, ça s'est fait en parallèle. On s'envoyait... la personne qui s'occupait de la musique nous envoyait l'état de la musique, et nous, on envoyait l'état de l'animation, puis on avançait comme ça, en faisant une collaboration successive. Du coup, justement, pour ça, quand toi, t'as pas la musique est pas posée encore, mais tu dois quand même un peu monter et peut-être rythmer ton montage ou ton animation. Vous mettez d'accord sur un BPM, par exemple. Enfin, c'est ce que fait certaines agences où ils se disent on va être dans le 180, 120, et puis du coup on va marquer chaque coupe au bon beat, en fait. J'ai jamais été aussi loin, ouais. Ok, ouais, donc c'est vraiment... ok. C'est un petit peu plus... un petit peu plus... freestyle. Ouais, non, j'ai jamais creusé autant ces aspects-là de rythme. Ouais, donc t'es moins dans le... Enfin, c'est... ton approche par rapport à la musique, elle est plus au niveau du feeling et pas... Oui, voilà, plus sensible que, on va dire... ouais, il n'y a pas détaillé, une réaction genre vraiment précise. Non. Ouais. Après, si par exemple... pour les films, les petits films là qu'on a fait, si on voit que dans la création du L, il y avait des petits passages qui fonctionnaient très bien, mais nous, ou à l'animation, c'était pas, on répondait pas finalement parfaitement à ça. On est venu parfois 2-3 fois retravailler aussi derrière notre animation pour que ça soit mieux senti, quoi. Mais ça va vraiment être plus senti que vraiment calculé à l'avance. Okay. Voilà, c'est ça. Ok, cool. Et alors du coup la musique, toi, enfin, parce que donc est-ce que au final, ce que je dis, genre les échantillons que j'ai vus, c'est des projets qui sont plutôt de l'ordre du clip et du générique, mais est-ce que c'est pas en fait au final trop représentatif de ce que tu fais en pro, ou si justement le clip et le générique? Là, c'est là où ça dépend des périodes. Il y a des fois où je vais avoir la chance de travailler sur des projets, voilà, qui sont... les clips, ça arrive vraiment pas beaucoup, mais le générique, il y a eu quand même un petit peu plus de projets pro qui se sont... Enfin, là, ça peut être plus présent. Après, ça peut parfois être juste qu'ils veulent reprendre mon style, mais à des fins publicitaires ou... et parfois, juste, je fais aussi du motion design, on va dire, plus classique, où là, il n'y a pas d'intérêt que je vienne mettre spécifiquement mes qualités créatives, mais juste où j'essaie d'avoir un œil professionnel et de bien faire ce qu'on me demande. Okay. Et ça m'arrive aussi régulièrement, donc je pense que voilà, c'est assez varié, ça dépend des périodes. Pour le coup, il y a des fois où ça va être... plein de projets assez riches, assez complexes, et parfois plus des projets juste plus alimentaires, plus simples. Ouais. Voilà. Il n'y a pas trop de logique. Ouais. Dans l'idéal, du coup, si tu as un idéal un peu de la composition de ton année sur ces projets, tu te dirais ça me va très bien comme ça. J'aime bien avoir un peu d'alimentaire parce que ça me décharge un petit peu, ou au contraire, hein, peut-être. Ou alors t'aimerais vraiment plus générique tout le temps, enfin...
Ouais. Je pense que plus il y a de projets créatifs, plus je suis heureuse. Après, vu que là je développe la peinture et que pour l'instant je monétise pas cette pratique, c'est bien que les projets que je fais ne soient pas trop fatigants, éprouvants, et me laissent de l'énergie ensuite créative pour développer ça. Mais ça, je préfère quand même bien sûr travailler sur des projets qui me demandent, qui sont des challenges, quoi, enfin, qui sont des vrais, qui me mettent dans des situations où je dois essayer des choses où je ne sais pas du tout comment je vais y arriver. Ok, ah oui, cool. Pas plutôt sortir de la zone de confort au maximum, quoi, ouais. Ouais. Ok, Ah bah chouette. Ouais, du coup, c'est... Le dernier en date, là, c'était Starmania, où on a fait, avec Benjamin, les animations qui sont sur scène lors du spectacle monté par Thomas Joly. Et c'était incroyable de travailler pour un spectacle et de sortir vraiment des écrans. Même si finalement, ce qu'on a animé est sur des écrans géants sur scène, c'est toute une autre dimension de travail. On était en résidence avec toute l'équipe qui travaillait sur le spectacle et ça, enfin, c'est des projets comme ça qui apportent vraiment beaucoup de sel à la vie, quoi. Enfin, c'est trop bien. Ça, c'était un des meilleurs projets, je pense. Est-ce qu'il est visible quelque part, celui-là ? Alors, j'ai pu mettre seulement les images fixes parce que il est encore. Enfin, je pense que je pourrais les mettre plus tard, les animations, ou alors il faut aller voir le spectacle. Okay. Mais je veux pas spoiler. C'est quoi du coup comme j'avoue que je connais pas trop. Alors c'est un opéra rock, on pourrait dire ça comme ça, okay. Qui a été fait par à l'époque dans les années 70 par Michel Berger et Luc Plamondon. Et il y a eu plein de créations de spectacles avec à partir de cette base-là, qui s'est fait au fil des ans. Et là, ils ont décidé d'en refaire un récemment, il y a 2 ans, comme ça faisait longtemps finalement que toute cette œuvre-là était un petit peu laissée de côté pour venir raviver un petit peu tout ça et remettre, et surtout que finalement ce spectacle reste très actuel aujourd'hui, donc dans ce qu'il aborde comme sujet. Donc c'était très intéressant de le remettre, lui redonner vie une nouvelle fois avec un nouveau regard plus moderne. En plus, ça doit être des longs formats en termes de temps. Nous, ce qu'on a fait, en fait, notre travail, ça a été de représenter, en gros, dans le spectacle, il y a un personnage qui s'appelle Roger, qui est une voix un petit peu comme un Big Brother qui parle tout au long du spectacle à des moments clés. Et notre rôle, c'était de venir mettre en image de manière abstraite, un peu avec le même style que dans Paris est à nous et tout ça, des animations qui viendraient accompagner ces moments-là de voix. Donc c'est voilà. Succinctement un peu parsemé le long du spectacle, quoi. Ok. C'est ça, exactement. Donc c'était pas non plus trop long, mais c'était quand même. Oui, il y en a qui sont plus ou moins longs. Je pense que le passage le plus long, il fait 1 minute si je me souviens bien. Et après, il y a d'autres passages un peu plus courts, 30 secondes. Ok. Ah là, je suis sur la page du coup justement sur ton site de Starmania. Alors, du coup, on retrouve ton travail du bruit et du flou qui c'est vraiment sympa. Merci. Et je voulais savoir, du coup, t'as un peu, je suppose, une recherche, tu t'es un peu développé une sorte de vocabulaire de forme abstraite pour ce genre de projet. Comment t'explores tout ça ? Parce qu'en fait, c'est... Ouais, c'est vraiment, comme ce que je disais au début, c'est des itérations et des itérations infinies de recherche où j'en ai fait beaucoup plus que ce qu'il en apparaît à la fin des images. Et l'idée, c'est vraiment de produire beaucoup jusqu'à être trouver les images qui sont justes. Et ça, pour le coup, celles-ci se font pas mal sur le vif. C'est-à-dire que je fais ça sur Photoshop, la recherche.
Et je construis un petit peu comme ça vient, j'essaye, j'explore, je pose des idées, ensuite je mets l'image de côté, j'essaye de la développer d'une façon, ça me convient pas, je reviens à l'image de départ, je la développe d'une autre manière. Puis après je les mets toutes côte à côte, je les regarde. Parfois je les juxtapose. Enfin voilà, c'est plein de jeux comme ça, assez sommaires mais répétés, qui vont amener à des images qui nous conviennent, chouette. quoi. Et aussi pour créer toute cette profondeur de lumière avec l'ombre, lumière, tout ça. L'idée, c'est vraiment de multiplier les variations de grains, de transparence, de tout ça. Et plus il y en a, plus on va réussir à obtenir ce rendu-là, en fait. Ah, c'est chouette. Mais il n'y a pas plus que ça, quoi. Enfin, c'est des choses simples, mais beaucoup de multiplication, de répétition. Ça se rapproche un peu du travail, un peu de clip, du coup. J'imagine que vous aviez la voix off. Du coup, tu t'es inspiré de ce que ça dit. Oui, voilà, c'est ça. Puis... Ouais, exactement. Okay. Exactement, ouais. Il fallait quand même que ce soit représentatif, même si abstrait. Il fallait qu'on soit un peu à la lisière et qu'on comprenne un petit peu le lien avec la voix, quoi. Ouais, parce que du coup, là, on voit de l'image fixe. Donc c'est vrai que moi, je me demande comment tu as interprété une voix sur ces formes. Alors, je vois aussi que tout en bas, en fait, t'as un truc qui est un peu plus en nuage de points. Est-ce que c'était avec ça ? Oui, alors, à certains moments... il fallait qu'on ait plus la sensation d'un Siri. Donc on a reproduit un petit peu aussi une sorte de Siri un petit peu avec du grain. Cool. Et ouais, du coup, bon après, il faudra voir le spectacle pour savoir au final. Bah, oui. Peut-être qu'on peut s'arrêter là alors. Il est très très bien en plus, cool. Je vous le recommande. Du coup, tu sais, il est encore sur Paris ce spectacle ou peut-être que là ils sont en tournée internationale. J'ai pas suivi de près. Mais ça va revenir. Un petit moment promo du coup pour Starmania. Voilà. Yes. Ouais, chouette. Ah, c'est pareil, genre ça m'a fait penser un peu à Metropolis. Oui, c'était une des références, clairement. On avait ça en base de travail. Ouais, parce qu'avec la lumière qui vient du bas, qui illumine une forme qui est un peu... Et d'ailleurs, tout dans le spectacle, le travail de lumière est aussi très intéressant et assez unique. Et il y a beaucoup de volumes qui sont créés seulement avec la lumière sur scène. Et ouais, est-ce que du coup, justement, tu vois, c'est un peu du projet qui est lié à de la performance live. Donc, est-ce que tu étais déjà au courant de ça dans ton brief ? Tu savais qu'il y aurait un jeu de lumière ? Est-ce qu'il t'avait déjà fait un plan un peu... Non, tout s'est fait ensemble, en parallèle. Il y a eu beaucoup... Nous, on regardait ce qui se faisait, eux regardaient ce qu'on faisait. Enfin, il y avait... Voilà, c'était un échange et ça s'est construit côte à côte, quoi. D'où le format résidence, je suppose, c'est ça un peu ? Oui, voilà, c'est ça. Ok, cool. Mais ça change des projets habituels. Ah bah ouais, du coup, tu as dû avoir plein de différents artistes au sens large, mais du coup, plein de métiers de l'art qui gravitaient autour de toi. Voilà, et c'est ça, ouais. Ah oui, c'est trop chouette de rencontrer tout ça. Ouais. Du coup, ce serait un peu dans ton top 3 des meilleurs projets carrément. Et des typologies de projets que tu aimerais avoir à l'avenir, peut-être. Ouais, après, c'est très, très... très fatigant aussi à faire. Donc si ça arrive de temps en temps, c'est bien, mais je pourrais pas faire que ça, j'arriverais pas. Genre à peu près une fois tous les 2 trimestres, un truc comme ça, quoi. Ouais, voilà, ça c'est parfait. William est dans la stat. Ah, moi je suis... Faut mettre des chiffres dans ce podcast. Voilà. C'est comme les 10% d'occupation de l'humain sur la chaise versus le chat. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah voilà, c'est vrai. Il y a quelque chose qui se dessine. Ça me fait penser un peu moi au VJing. Est-ce que, je sais pas, t'as déjà eu des pistes pour... Oui, j'en ai déjà fait aussi un petit peu. Mais ça fait très longtemps. Ouais. Mais par contre, c'était super aussi comme expérience à faire. On avait, avec le collectif qu'on avait à l'époque, on a fait des petits sets et tout, et c'était aussi une belle manière d'explorer le médium, quoi. Mm-hmm. Assez différente et unique. De voir en live la réaction visuelle et de nous adapter au son en live, c'est assez... Ouais, ça doit être particulier. Enfin, ouais, c'est sacrée expérience. Question peut-être un peu... je sais pas comment on pourrait la définir, mais est-ce que... on parlait des prix que tu as eu notamment pour le
le générique Paris est à nous. Est-ce que ça a pu servir à un moment donné de tremplin, de gain de visibilité pour ton travail Ouais. Oui, carrément. Je pense que grâce à ça, Paris est à nous m'a apporté beaucoup de travail dans cette même esthétique-là. Ça a été vraiment un beau tremplin pour moi. Après, il y a eu d'autres projets où j'aurais imaginé plus de répercussions, mais finalement pas tant. Mais par contre, dans tous les cas, tous ces projets-là, ils m'ont apporté une confiance en moi qui a grandi à force d'affronter les choses qui me faisaient peur, on va dire. Et aussi qui donne un petit peu de crédit auprès de potentiels futurs clients. Donc ça, c'est chouette. D'où l'importance un peu de constamment sortir de sa zone de confort pour gagner en confiance. C'est ça. Yes. D'ailleurs, on a vu que pas mal des génériques ont été faits via Elastic. Oui, alors Elastic m'a appelé suite justement à Paris est à nous pour faire des propositions graphiques sur certains de leurs pitchs. Il y en a beaucoup où finalement c'est pas moi qui ai été sélectionnée, mais c'était quand même super de travailler avec eux sur cette phase-là. Et ça arrive encore des fois et c'est trop chouette, j'aime trop. C'est totalement une autre manière de travailler où on est accompagné par un creative director qui va nous guider, mais en même temps qui va nous laisser beaucoup de liberté, qui va nous demander de proposer quelque chose, d'aller chercher une idée, mais ensuite qui va venir discuter de cette idée avec nous et l'amener à mieux la construire, quoi. Donc j'adore comment ils construisent plus leur projet. Cool. Donc sur un seul et même générique, ils vont faire appel à... Voilà, plusieurs artistes dans la phase de pitch, ouais. Ok. Et c'est question bête, hein, parce qu'il peut y avoir des abus. Est-ce que c'est rémunéré? Ah bah oui. Oui, c'est tout à fait cadré. Il y a des contrats qui sont signés. Est-ce que justement, tu parles de contrat, en fait, à l'international, surtout aux US, ça t'arrive de devoir juste faire l'impasse sur la présentation d'un de ces projets, parce que tu peux pas à cause d'un NDA ou des trucs comme ça, ou ça va, t'es assez libre quand même? Oui, des fois, il y a des projets qu'on peut finalement pas montrer. Mais la plupart du temps, après, on peut toujours se débrouiller. Par exemple, ne pas montrer de quoi ça parle, de quoi il s'agit, mais juste nos recherches décorrélées en fait du sujet, essayer ou alors dans ce qu'on a fait, enlever une partie qui va faire que ça devient neutre, on va dire. Il y a toujours souvent des solutions. Ouais, ils t'obligent pas ils te disent pas dans ton NDA il faut absolument pas que vous montriez un seul pixel de ce projet. C'est à nous, entre guillemets. Non. Okay. Souvent, ça va plus être qu'il faut pas parler du projet tant qu'il est pas sorti ou tout ça. C'est plus ça qui va se passer. Ouais. Classique. Ok. Ouais, voilà. Et en termes de pourcentage, alors ça C'est-à-dire il essaie de rattraper... Ah oui, non. J'avais plus la ref de la blague, désolée. Tu vois, t'es pas encore là, Josette. Tu peux pas adopter mon style de chiffrement des podcasts. Non, j'ai pas encore la tête. Est-ce que... on avance, William. Toi, tu voulais encore peut-être aborder quelques points sur la pratique professionnelle ouais, vraiment très vite fait. Mais du coup, le VJing, parce que c'est aussi cool. En fait, c'est quelque chose qui commence à émerger, je pense, où tous les prods un peu immersives ou live en motion, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus populaire, même s'il devait y avoir déjà pas mal de monde. Toi, en fait, là, t'as fait du VJing, tu devais, pendant le concert, contrôler, balancer tes médias, ou est-ce que tu donnais juste les assets ? Non, c'est pendant le concert. En fait, tu as une table de mixage spéciale, comme une table de mixage audio, mais pour de l'image. Et tu peux préparer à l'avance certains effets et certains assets, mais c'est sur le moment que tu choisis lesquels tu mets, à quel moment de la musique et tout ça. Okay, ouais.
Et souvent, ça nécessite aussi un petit entraînement préalable où tu mets d'abord chez toi la musique et tu fais tes mix tout seul pour être un petit peu à l'aise avec l'exercice. Ok, quoi. cool. Ouais, du coup... Mais c'est trop... Enfin, je pense qu'on devrait tous, en tant que motion, tester au moins une fois Ouais. cette technologie-là. Tu te souviens du logiciel qu'ils utilisaient pour ça? C'était quelque chose comme Smud ou autre chose C'était pas... J'ai l'impression que c'était Résolu. Ah oui, d'accord. Ouais, Resolume. Ok, je vois. Mais peut-être je me dis n'importe quoi. Ok, Je sais cool. D'accord. On pourrait s'engouffrer là-dedans, mais je pense pas. Ouais. on va peut-être, comme tu dis. Après, moi, j'en ai vraiment fait que 2 fois, donc ça vaut pas Ouais, non c'est plus. déjà pas mal, hein, 2 fois. Ouais. Plus Voilà. que nous, à zéro. Moi, j'en ai fait vite fait, Bah, mais bientôt. c'était en bah atelier voilà. quand j'étais en master, donc c'était très très rapide. C'était en mode, t'as 5 minutes de set, vas-y, amuse-toi. Ah oui, Genre, d'accord. t'es lancé, tu vois. Ouais, c'est ça, faut se jeter à l'eau. J'aimerais bien revenir un peu sur... alors j'ai noté ça, dualité, c'est pas forcément un duel entre le côté artiste et graphiste. T'avais une take que je trouvais super intéressante quand on en avait parlé la première fois, où tu Mhm. disais que l'artiste, ouais, il va chercher plus à puiser dans ses émotions, et le graphiste, il va répondre plutôt à une problématique. Oui, Est-ce que tu peux un peu nous parler bah, enfin, en commençant la peinture, je me suis rendu compte que toute ma manière de faire du graphisme, finalement, n'allait pas forcément être la bonne approche Mhm. pour développer la peinture. Et qu'il fallait que j'apprenne de zéro comment finalement comprendre comment monter une idée dans ma tête. Qu'est-ce que... Et comme finalement j'avais champ libre sur qu'est-ce que je voulais fabriquer, le champ est tellement large qu'il faut essayer de saisir comment on construit finalement des chemins qu'on choisit de prendre, et tout ça, ça se fait pas du tout de la même façon, je trouve. Enfin, j'ai l'impression que ça fait pas appel aux mêmes choses, mais c'est encore un peu abstrait pour moi. J'apprends encore, donc je pourrais pas dire avec beaucoup de précision qu'est-ce qu'il faut pour Mhm. Ouais. être bien réussir ce travail-là comparé à celui du graphisme, quoi. Ok. Mais il faut plus ouais, être à l'écoute un peu, je sais pas, de ses feelings Oui, intérieurs, puis quoi, un peu. pour moi, ça utilise tous les aspects de notre vie. C'est plus ça devient encore plus que ça nous met à un échelon plus loin, je trouve, où on doit vraiment notre vie doit être axée par plein d'endroits dans cette réflexion-là pour pouvoir faire évoluer et construire notre propos artistique, quoi. Mhm. Et ça, dans le graphisme, je trouve que parfois il peut y avoir une distance, ça peut plus être un peu plus léger. Ouais, ok. Je m'étais noté aussi, ouais, est-ce que la peinture, vu qu'il y a ce travail d'introspection et tout, Mhm. est-ce que, tu me dis si j'ai abusé ou quoi, mais est-ce que ça joue presque le rôle, j'ai noté confident ou thérapeute, un peu, tu vois? J'abuse peut-être, hein. Non, non, pas du tout. Je pense que c'est... En tout cas, moi, ça me permet d'appréhender le monde, de comprendre, en fait. J'ai l'impression que parfois, le monde, il est incompréhensible, et ça me permet... Le fait de prendre le temps de peindre des images précises et tout ça, ça me donne un regard... ça me permet de mieux le comprendre, d'être plus... j'arrive pas à trouver le mot, mais en tout cas... c'est un outil pour mieux vivre. Ouais, ok. Pour quelqu'un qui est parfois un peu perdu comme moi dans quel est le sens de tout ça, je trouve que la peinture va apporter beaucoup de clarté et d'apaisement. Mhm. Ok, ouais. Cool. Je vois. Enfin, c'est dur de se rendre compte, Mhm. mais par les mots que tu utilises, Ouais. j'arrive à comprendre un peu, mais je pense qu'il faut le vivre Oui, pour mieux le comprendre, quoi, ce oui. truc-là. En tout cas, trouver, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être la musique, la sculpture, comme toi, William. Oui. Mais oui, il faut trouver ses chemins, quoi, pour
traverser avec plus de tranquillité tout ce qu'on traverse, quoi. Ouais. Moi, je sais que je m'applique dans mes projets qui sont plus perso à... alors, j'ai un humour qui est très pipi-caca. Et du coup, je vais m'amuser à faire des animes de ça, quoi. Bah, franchement, c'est génial, il faut continuer, je pense. Si je m'écoutais, ouais, j'animerais du pipi et du caca toute la journée. Je serais très heureux. Je pense qu'il y a pas de place pour faire des apparences et il faut être sincère. Et là, quand tu dis ça, moi, je vois beaucoup de sincérité, donc ça fait plaisir. Du coup, toi, est-ce que tu as un projet là en ce moment sur lequel tu travailles dont tu pourrais nous parler un peu pas spécialement. La peinture. Ouais. Non, oui, t'es sur une toile en ce moment? J'en fais toujours plusieurs en même temps, c'est des petits formats. Oui. Okay. L'idée étant que je ne perds pas des mois et des mois sur une seule image, mais que j'essaye à plein de reprises en fait de comprendre quand une image est réussie ou ratée. C'est un peu ça pour l'instant mon travail. Et là j'essaye, j'entre une nouvelle phase où j'essaye de faire des images qui vont plus avoir de sens entre elles, parce que pour l'instant c'était très libre, c'était vraiment, je me mettais vraiment aucune contrainte. Et là j'aimerais un petit peu plus faire, même si finalement il y a des choses qui font sens entre les images que j'ai faites, j'aimerais que là ce soit un petit peu plus logique et construit que j'utilise vraiment le même principe de création, la même logique, et voilà ce que je commence, qui va prendre beaucoup de temps. Ouais, est-ce que dans la suite un peu de ça, est-ce que tu t'imagines, t'as déjà peut-être des collaborations en cours ou de nouvelles qui vont se faire ou que t'aimerais avoir pour l'avenir? D'autres projets de générique ou de clips, je suis très très ouverte à essayer plein de choses et il y a vraiment beaucoup de personnes dont j'admire le travail, je pourrais en citer beaucoup, donc là il y en a aucun comme ça précis où c'est prévu ou alors j'aimerais particulièrement, mais en tout cas toujours ouverte à de nouvelles collaborations. Cool, on fera un petit message à la fin du podcast. Petite annonce. Même niveau style musical, tu prendrais... oui, j'écoute, je suis très ouverte à plein de styles. Okay. J'aime autant la country que la musique ambiante. Enfin bref, il n'y a pas de limite. Après, c'est plus à la sensibilité, quoi. Si on sent qu'il y a quelque chose à faire ou pas, quoi. Cool. Ça marche. Tu as vite fait mentionner le fait que tu ne monétisais pas pour l'instant le côté peinture. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à évoluer ou au contraire tu te dis si je commence à monétiser peut-être ça va me mettre une sorte de pression ou quoi? Pour l'instant, comme je gagne ma vie, on va dire, avec le motion design, je me mets pas la pression pour que ça devienne une source financière stable, la peinture. En tout cas, c'est ça l'idée. Et que ça ne bride pas justement ma créativité, que j'essaye pas de faire des choses qui marchent ou qui vont être achetées. Donc ça, c'est agréable d'ailleurs de ne pas avoir cette pression-là. Et non, ça veut pas dire si un jour des gens veulent acheter... ou que j'espère un jour réussir à faire des expositions ou à participer à des foires ou des trucs comme ça. Enfin, ça c'est clair, ce serait trop bien. Mais bon, c'est dans plusieurs années, quoi. Ouais, ok. Je trouve que c'est rafraîchissant justement ce truc de pas toujours être à la quête du truc viral, tu vois. Mais oui, ouais. Ça, c'est tellement... c'est là où on se perd en tant que... On devient plus que le miroir de ce qu'on voit et on n'arrive plus à transcrire quelque chose de personnel, quoi, si on tombe là-dedans. Ouais. Après, on tombe tous plus ou moins là-dedans, mais c'est aussi bien de regarder et de comprendre qu'est-ce qui fait que quelque chose fonctionne ou pas, mais tout en réussissant à s'en détacher, quoi. Ouais, je vois. Il y a ce truc des trends aussi, moi, qui m'insupporte. Quand il y avait ce truc... c'était quoi, Starter Pack ou je sais pas quoi, là, on n'arrêtait pas d'en voir, ou le poisson Steve, là, j'en pouvais plus. Le poisson Steve. Ouais, ça, c'est l'effet réseaux sociaux, on n'y peut rien, ça. Ouais, ça pousse un peu à ça. C'est ça, ouais.
Ok. Est-ce que tu as une boisson apéritive préférée? C'est vrai que c'est votre petit C'est la gimmick de petite, fin, ça. Ouais. voilà, c'est ça. Allez, je vais jouer le jeu. Là, dernièrement, j'ai découvert un truc qui est trop bon, je trouve. Ça s'appelle la Suze tonique. La Suze tonique. C'est de la Suze et du tonique. Et c'est pas mal, hein, franchement, je recommande. Ok, je connais pas Ok. du tout. C'est un La vieux Su- alcool de mamie, un peu. Mais c'est pas mal, surprenamment. Après, avec le côté pétillant, ouais, ça peut Ouais. être pas mal. Et après, il faut Clairement. aimer tout ce qui est génépi et tout ça, quoi. Oui, Ok. ok, je vois. Il y avait William qui réécoutait dernièrement notre épisode qu'on avait fait avec Gabriel Doré. Ouais. Et on parlait un peu des... elle traite pas mal de mails dans son travail. Et ce qu'elle disait, c'est que ce qui attirait parfois son attention, c'est des petits emojis dans ces objets de mail qui va la marquer, tu vois, qui va se dire, ok, je vais me rappeler de ce mail-là parce que il y avait ce truc-là dans l'objet. Ok. Si tu devais en utiliser un, toi, dans un objet de mail, ce serait quoi, l'emoji? Bah, ça dépend de l'objet du mail, quoi. Ok. Bonjour, je m'appelle Ninalou. Oui, Contexte de d'accord, ok. démarchage. Tu candidates ou tu t'introduis pour un projet. J'ai vu qu'il y avait un emoji chaise. Et moi, j'aime bien les chaises, je trouve ça stylé comme objet. Je trouve qu'il y a Ok. plein de formes rigolotes et que j'aime bien regarder des chaises et du coup, je mettrais une chaise. En plus, tu as fait des animations Oui, de chaises bah oui. structurées. Oui. Mais et une de mes dernières, le truc rouge et violet sur fond noir, là, qui est en 3e position dans Ouais. mon truc. Ouais. C'est inspiré d'un design d'une chaise. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ok. Ah bah oui, c'est celui-là Ouais. alors que j'ai vu. Où tu Mais dis, oui, là, tu on mets, reconnaît plus du tout la chaise. Mais... Je regarde souvent. J'imagine les que ce qui est en rouge, c'est soit le dossier, soit l'assise. Oui, voilà, Probablement. exactement. Ouais. Ok. Pas mal. La chaise, pas mal. C'est pour le coup, c'est pas le pinceau ou tu sais le truc où tu fais tes mélanges de peinture là, qui aurait pu être un peu Ouais, mais un peu ça, trop c'est trop conventionnel, attendu, quoi. ça. Ouais, c'est trop attendu, clairement. Ah, c'est vrai. La chaise, pas mal. Ça. Clairement. Tu disais que enfant, et j'imagine toujours, tu allais dans des musées et tout. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué, hein, Oui, il y tu en a un préfères que particulièrement? j'aime beaucoup. C'est le Tate Britain à Ah, Londres. cool. Ok. Parce qu'il est gratuit. Et en fait, il n'y a pas de portique et tout le monde peut rentrer et sortir comme ça. Ça fait vraiment partie, comme quand on va dans un parc, en fait. Enfin, c'est inclus dans la ville, c'est pas inaccessible et tout le monde peut y aller. Et en plus, dedans, il y a des super œuvres. Et il y a aussi plein d'époques différentes qui se mélangent dans les œuvres. Ok. Donc, je trouve qu'ils ont réussi quelque chose qu'on voit que trop rarement dans les musées, cette accessibilité et cette variété de choses qu'on peut voir ensemble, ça m'a vraiment fait du bien. Il est sur un thème particulier ou c'est Après, c'est les artistes britanniques, quoi, Ouais, ok. de toutes les époques. Et non, il n'y a pas de thème. C'est une sorte de MoMA, c'est ça, non? Justement, c'est pas forcément moderne. Ok, ouais. Ok. Ah oui. Il y a des œuvres très classiques aussi, mais il y a des œuvres plus contemporaines. Ok. Ok. Ah, cool. Parce que sinon, il y a aussi le Tate moderne. Ça, c'est ok. plus spécialisé. Attends, je vais me noter ça pour pas que je confonde. Ok. Et est-ce qu'il y aurait une œuvre qui t'aurait inspiré, qui à un moment donné a joué un peu un rôle de déclic dans ta pratique ou dans ton... Je peux parler d'une peintre qui m'a vraiment donné envie de faire de la peinture. Ouais. Et qui justement est très intéressante dans son travail où on sent presque une part de numérique dans la manière dont elle fait ses compositions et en même temps il y a quelque chose de très... Il y a beaucoup de sensibilité et il y a toute une atmosphère qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est Rai Klein, c'est une peintre américaine je crois. Mm-hmm.
Et j'aime beaucoup son travail et ça m'a donné envie de faire de la peinture. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Mais voilà, il faut bien en choisir. Ouais, carrément, trop cool. Ça s'écrit comment? R-A-E, espace, Klein, comme... Le bleu de Klein. Ouais, voilà, c'est ça. Et enfin, est-ce qu'il y aurait une personne que tu aimerais qu'on reçoive sur le podcast? Une personne que tu aimerais entendre? Ouais, carrément. Je sais pas si vous pouvez contacter des personnes qui sont pas en France, mais moi, il y a un duo de gens qui font de l'animation très artistique que j'adore, qui s'appelle... Enfin, le duo, ça s'appelle Rapapawn. Je sais pas si vous connaissez. Comme ça, c'est R-A-P-A-P-A-W-N. Ok. Et c'est Oscar Ragna et Cynthia Alfonso. Et je trouve que leurs créations sont vraiment, vraiment, mais à la frontière, du coup, entre le graphisme, l'illustration, l'animation et l'analogique et le numérique. Et il y a des recherches qui sont très pertinentes et des compositions vraiment magnifiques à voir. Et dans l'animation, c'est aussi d'une richesse. Enfin, moi, j'adore leur travail, en tout cas. Et je trouve que ce serait intéressant d'entendre comment leur processus de création, tout ça. Ok. Rapapam, tu m'as dit. Ouais, vous irez voir. Ça marche. Ça marche. Trop cool. Écoute, on a terminé sur l'échange. Ça fait trop plaisir. Merci infiniment de tout ce que tu as partagé. C'était trop sympa d'échanger avec vous, franchement. Merci. On mettra tous les liens qu'on a évoqués dans la description et là où on peut te retrouver sur les réseaux. Merci également à William de m'avoir accompagné pour ta première sur cet épisode. Avec plaisir. Merci pour l'expérience. Mais grave, à remettre ça pour le prochain, peut-être. Carrément. Et puis merci à tous nos auditeurs. On vous dit à la prochaine fois. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invitée de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées. N'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite.